Bonjour et bienvenue. On se penche aujourd'hui sur un rapport européen, bon, il date un peu, 2014, mais il posait une question toujours aussi brûlante. Notre dépendance. La dépendance de secteurs clés, comme l'énergie, le numérique, les transports, à ce qu'on appelle les matières premières critiques. L'idée, c'était de voir où on était fort et surtout où ça coinçait. Tout à fait. Ce rapport a vraiment décortiqué les chaînes d'approvisionnement de technologies très importantes. On parle des éoliennes, des batteries lithium-ion bien sûr, mais aussi des écrans plats, de la fibre optique, et puis les voitures, les avions, et même l'imagerie médicale comme l'IRM. Derrière tout ça, on trouve du cobalt, du graphite, des terres rares, néodyme, dysprosium, du platine, du germanium, de l'indium, des noms parfois un peu techniques, mais ô combien essentiels. Ah oui, c'est fou ce décalage entre l'objet fini, qu'on a tous les jours sous la main, et ces matériaux de base qui viennent souvent de très loin. Alors, quelle était la photographie générale pour l'Europe à cette époque, selon cette étude? Le rapport disait que l'Europe était plutôt forte sur la fabrication finale, n'est-ce pas? Les voitures, les avions, certains équipements énergétiques, nos entreprises étaient souvent leaders. Oui, c'est exact pour l'assemblage, le produit fini, et même pour certains composants dans les secteurs où l'Europe excelle traditionnellement, comme les transports ou le médical pointu type IRM. Mais le problème, c'était vraiment en amont. La quasi-totalité des matières premières critiques elles-mêmes, et puis aussi beaucoup de composants intermédiaires qui les utilisent, eh bien ça venait d'ailleurs, surtout d'Asie ou alors de quelques pays très spécialisés. Le Brésil pour le niobium par exemple, ou la Chine bien sûr pour les terres rares. D'accord. Donc on est un peu ce chef cuisinier qui fait des merveilles dans l'assiette, mais qui dépend complètement d'un seul petit producteur à l'autre bout du monde pour ses épices les plus importantes. C'est une bonne image, oui. C'est un peu ça. Et ça rendait certaines applications stratégiques particulièrement fragiles. Prenez les éoliennes en mer à entraînement direct. Elles sont cruciales pour la transition énergétique, non? Mhm. Eh bien, leur performance repose sur des aimants permanents très puissants qui contiennent du néodyme et du dysprosium. Et la production de ces éléments était très, très concentrée hors d'Europe. Un vrai point faible potentiel. Et dans des secteurs aussi emblématiques que l'automobile ou l'aéronautique. J'imagine que là aussi il y avait des tensions. Ah oui, absolument. L'automobile, c'était déjà sous pression. Il y avait le platine, le palladium, le rhodium pour les pots catalytiques, pour les normes anti-pollution, hein. Et puis, on voyait monter les besoins en terres rares pour les moteurs électriques qui commençaient à arriver et toute l'électronique qui devenait omniprésente. Sans oublier le niobium ou le tantal dans les acides spéciaux pour la sécurité, la légèreté. D'accord. L'aviation, c'était jugé un peu moins critique globalement, mais il y avait quand même des points sensibles. Le beryllium pour certains systèmes de freinage, le magnésium pour alléger les structures, avec des sources d'approvisionnement assez limitées. Et le numérique alors, qui commençait déjà son essor fulgurant. Comment ça se présentait? Pour le numérique, c'était quasi généralisé. C'était difficile de trouver une application importante dans les TIC qui n'utilisait pas de gallium, de germanium, d'indium, de tantal, d'antimoine. Et souvent, il n'y avait pas vraiment d'alternative facile ou rapide. La fibre optique, par exemple, eh bien, elle concevait à l'époque presque 30% du germanium produit dans le monde. Ah oui, quand même. Oui, les écrans plats, eux, dépendaient massivement de l'indium. Même les petites puces LED qui contiennent du gallium, de l'indium, des terres rares pour les couleurs, leur disponibilité était un sujet, surtout pour les plus petites entreprises européennes. Bon, face à ce constat un peu préoccupant, j'imagine que les industriels ne restaient pas inactifs. Comment est-ce qu'ils percevaient concrètement ce risque, au-delà des chiffres du rapport? Ce qui ressortait bien des entretiens menés pour le rapport, c'est que la notion de criticité. Pour eux, ce n'était pas forcément une rareté géologique absolue. Bon, sauf peut-être pour le dysprosium ou le terbium, à la rigueur. C'était surtout un mélange. Un mélange de propriétés techniques uniques, irremplaçables à court terme, une forte volatilité des prix aussi, et bien sûr cette fameuse dépendance à quelques fournisseurs ou quelques pays. Un cocktail potentiellement dangereux. D'accord. Et leur stratégie face à ça? La première idée qui vient, c'est la substitution? Est-ce que c'était la voie royale envisagée? Plus facile à dire qu'à faire. Ça s'est révélé, et ça se révèle toujours, très compliqué. C'est long, ça coûte cher. Et puis, remplacer un matériau, ça peut avoir des conséquences sur tout le système, sur toute la conception du produit. Souvent, on cherche plutôt à remplacer une fonction ou un composant entier, pas juste le matériau lui-même. Et parfois, ironiquement, on remplace un matériau critique par un autre qui risque de le devenir. Et je ne parle pas des secteurs comme l'aéronautique où la qualification d'un nouveau matériau, ça prend des années, pour des raisons de sécurité évidentes. C'est très lent. Oui, je comprends. Donc si la substitution miracle n'était pas vraiment là, quelles autres pistes étaient explorées par les entreprises? Il y avait plusieurs choses, oui.
Essayer de diversifier les fournisseurs, même si ce n'est pas simple de remonter toute la chaîne d'approvisionnement, c'est souvent opaque. Sécuriser des contrats à long terme, quand c'était possible. Mettre en place une veille très active sur les marchés et les technologies. Investir en R&D, bien sûr, pour essayer d'utiliser moins de ces matériaux critiques ou de les utiliser plus efficacement. La collaboration aussi, les réseaux industriels, les projets de recherche européens. Et puis, on voyait poindre un intérêt croissant pour le recyclage. Même si, techniquement, récupérer ces métaux en petite quantité et avec une grande pureté, ça restait et ça reste souvent un défi économique et technique. Donc, si on essaye de résumer, ce rapport de 2014 nous montrait une Europe plutôt forte en bout de chaîne, capable de fabriquer des produits finis complexes, mais assez vulnérable en amont, fragilisée par sa dépendance à ces sortes de vitamines technologiques indispensables qui venaient majoritairement d'ailleurs. Un peu un colosse au pied d'argile sur le plan des ressources finalement. C'est tout à fait ça. Une image assez juste. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de se dire que ce constat, il a 10 ans maintenant. Or, depuis 2014, la demande pour toutes ces technologies, les véhicules électriques, les renouvelables, le numérique, elle a littéralement explosé. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, et elle est cruciale, est-ce que ces dépendances ont diminué ou est-ce qu'au contraire, elles se sont aggravées? Est-ce que les stratégies mises en place à l'époque ont été suffisantes face à cette demande qui flambe et aux tensions géopolitiques qui n'ont fait que croître autour de ces ressources? C'est une excellente question pour la suite. Une réflexion absolument essentielle à poursuivre, car elle touche au cœur de notre souveraineté industrielle et stratégique future. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante.